L'aspirine pour prévenir, mais surtout pour soigner l'infarctus. Simple mais vérifié, l'aspirine est aussi efficace après les crises cardiaques. La réaction des Palestiniens de l'OLP après la décision du roi Hussein, Ibrahim Sous, son représentant à Paris, s'explique dans ce journal. Sur la route de Séoul, les Jeux Olympiques approchent. Premier meeting européen d'été à Sestrières avec les stars américaines, en vedette Carl Lewis et Ben Johnson. Rostropovitch à Perpignan, c'était l'un des clous du festival méditerranéen. Le maître dirigeait hier soir l'orchestre de Washington. Bonsoir, et d'abord cet espoir pour tous les cardiaques. Il faut savoir qu'en France, chaque année, l'infarctus, la crise cardiaque, tue près de 100 000 personnes. On savait depuis quelque temps que l'aspirine était un bon médicament pour la prévention des maladies du cœur. On sait maintenant qu'il peut servir aussi dans le traitement après l'infarctus, après la crise. Il faut dans ce cas l'associer à un autre médicament. C'est le résultat d'une enquête internationale très sérieuse portant sur plus de 17 000 malades. Les conclusions de cette enquête viennent d'être publiées à Londres. Jean-Daniel Flézaquier, Jean-Jacques Le Garec. Il était 12h30, je me suis trouvée fatiguée au moment de me mettre à table. Alors j'ai voulu me reposer, mais les douleurs m'ont prise dans le dos, aux épaules, les bras. Et puis, alors ça m'a traversé la poitrine, et puis ça me gagnait les maxillaires, et puis une transpiration abondante. La douleur de Germaine Piris était celle d'un infarctus du myocarde, étape ultime de l'obstruction des artères coronaires qui nourrissent le muscle cardiaque. Ces artères se bouchent progressivement à cause de dépôts de graisse, ce qu'on appelle l'athérome. Et puis un jour, de cette plaque d'athérome se détache un petit caillot qui va se promener dans les vaisseaux jusqu'au moment où il va venir obstruer une artère plus petite. Le sang ne passe plus, le muscle cardiaque meurt, c'est l'infarctus. Pour réduire le nombre de morts à la suite d'infarctus, 400 hôpitaux à travers le monde se sont associés pour étudier un nouveau mode de traitement. 17 000 malades ont ainsi reçu, dès leur arrivée à l'hôpital, un comprimé d'aspirine, et ce pendant 1 mois, et une dose unique d'un produit appelé streptokinase. Cette enzyme, tirée d'une bactérie, permet de dissoudre le caillot très rapidement, en 1 heure environ, alors que l'aspirine, donnée pendant tout le mois, évite que se reconstitue une nouvelle plaque d'athérome et qu'un nouveau caillot puisse ainsi migrer. Au bout du compte, alors qu'avec les traitements conventionnels, près de 13% des malades meurent dans les 5 premières semaines suivant l'accident, grâce à ce traitement streptokinase plus aspirine, seuls 8% des malades sont morts. Un traitement qui pourrait apparaître comme miraculeux, mais en fait il n'en est rien, car s'il n'est pas appliqué à temps, ce traitement ne sert à rien. Il faut que les gens comprennent qu'il faut venir très vite dans un centre de soins, qu'il s'agisse d'une clinique, qu'il s'agisse d'un hôpital, et peut-être bientôt directement par le SAMU, et que le traitement soit commencé le plus tôt possible. L'infarctus tue 100 000 Français par an, dont 40 000 entre 40 et 65 ans. Avec cette nouvelle technique, aspirine plus streptokinase, on peut espérer sauver 5 000 à 7 000 personnes. Mais si les Français fumaient moins, mangeaient moins de graisse animale, faisaient plus d'exercice, on en sauverait encore beaucoup plus. Pour le sida, la recherche médicale apporte chaque jour un nouvel espoir. Aujourd'hui, cependant, il faut rester très prudent avec la nouvelle expérimentation menée par les Américains. L'utilisation d'une molécule reproduite par génie génétique. Il faut être très prudent car nous n'en sommes qu'au tout début de l'expérimentation et il y a déjà eu beaucoup de faux espoirs en ce domaine. Alain Labouze. La cible du virus du sida, c'est cette cellule, un globule blanc spécialisé dans la défense de l'organisme. Sur son enveloppe, cette petite zone en rouge constitue la porte d'entrée pour le virus qui va se multiplier à l'intérieur de la cellule et provoquer la chute des défenses immunitaires. Les Américains ont réussi à produire artificiellement la réplique exacte de cette zone en rouge, une molécule appelée CD4. Ce que les chercheurs espèrent, c'est que le virus fera une erreur. En se trompant de cible, les globules blancs pourraient être épargnés. L'idée est séduisante sur le plan théorique, mais attention, il est encore beaucoup trop tôt pour parler d'un nouveau médicament contre le sida. Il faudra d'abord attendre les résultats d'une expérimentation sur l'homme qui vient seulement de démarrer aux États-Unis. Première réaction des Palestiniens après la décision du roi Hussein. Il y a 10 jours, le roi avait annoncé la rupture des liens entre son pays, la Jordanie, et la Cisjordanie, territoire occupé par Israël. Depuis cette annonce, les Palestiniens de l'OLP étaient restés très discrets. On sait aujourd'hui qu'ils vont réunir le Conseil national palestinien en Algérie. Alger a donné son accord. Et puis Ibrahim Sous, le représentant de l'OLP à Paris, a expliqué tout à l'heure à Geneviève Moll ce que les Palestiniens attendaient de ce Conseil. Le Conseil national va développer toutes ces hypothèses, va étudier en profondeur
toutes les possibilités qui maintenant s'ouvrent à nous après la démarche du roi Hussein. Et nous allons décider laquelle est la meilleure pour aboutir à une paix juste et durable dans le respect des droits de tous dans la région. Une paix juste et durable, ça veut dire un État palestinien? Bien entendu, une paix juste et durable dans le respect des droits de tout le monde, à commencer par le peuple palestinien, dont les droits continuent à être bafoués et qui demande à ce que ces droits soient reconnus dans leur intégralité. La décision du roi Hussein va vous aider dans le dialogue que vous tentez avec les Israéliens? Il est certain que la décision du roi Hussein a été bien accueillie par l'ensemble de la population palestinienne parce qu'elle donne un souffle nouveau au soulèvement populaire palestinien et à la lutte palestinienne en général. Parce que maintenant les Israéliens sont acculés à reconnaître face à eux qu'il y ait une question palestinienne qu'ils ne peuvent résoudre qu'avec les Palestiniens eux-mêmes. Ils ne peuvent pas tergiverser et aller dire nous allons résoudre ça avec la Jordanie ou avec l'Égypte ou avec la Syrie. Ils sont en face des Palestiniens, ils doivent discuter avec ces Palestiniens du problème palestinien, après 40 ans. La Birmanie en pleine tourmente. Selon des touristes qui viennent de se réfugier en Thaïlande, Rangoon, la capitale birmane, ressemble maintenant à un champ de bataille. La capitale birmane, bien sûr. Après 4 jours d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, le bilan est déjà très lourd. Jacques Merlino. De ce pays, l'un des plus fermés du monde, ne nous parviennent que très peu d'images. Seulement ces quelques plans filmés clandestinement et qui montrent l'importance des manifestations qui, depuis plusieurs jours, secouent la Birmanie. Aujourd'hui, à Rangoon, la capitale, on évalue à près de 400 morts le nombre de manifestants tués par l'armée ou la police. Selon certaines rumeurs, il y aurait dans plusieurs villes de province mutinerie au sein de l'armée et parfois alliance entre soldats et manifestants. Il n'apparaît pas actuellement qu'il y ait un dirigeant à la tête de ce mouvement. Simplement une population excédée par un régime totalitaire qui frise la paranoïa et qui, en 26 années de dictature mélangeant marxisme et pouvoir militaire, a transformé un pays riche par ses ressources pétrolières et agricoles en l'un des 5 pays les plus pauvres du monde. C'est la misère qui finalement aura réussi à réveiller ce peuple de tradition passive et qui forme avec ses 200 000 bonzes l'une des premières communautés bouddhistes. Dans cette situation confuse et qui prend de plus en plus l'allure d'une insurrection, il faut encore rappeler que le régime birman est en lutte depuis des années contre divers mouvements de guérilla. Le tiers du territoire est actuellement entre leurs mains et l'on ne compte pas moins de 12 ethnies insurgées contre le pouvoir central, la plus célèbre étant celle des Karen installées le long de la frontière thaïlandaise. Selon les derniers témoignages de touristes venant de quitter la Birmanie, la capitale ressemblerait ce soir à un véritable champ de bataille parsemé de barricades et le ravitaillement en eau et en nourriture serait des plus précaires. En Asie encore, d'autres affrontements, c'est en Corée du Sud cette fois. Dans un peu plus d'un mois, les Jeux Olympiques vont commencer à Séoul, mais les troubles continuent dans ce pays. Des milliers d'étudiants manifestent. Ils ont lancé un mouvement pour l'unification des 2 Corées. La police a procédé à de multiples arrestations. Jérôme Bonny. À 40 jours des Jeux Olympiques, de véritables batailles rangées se déroulent encore aujourd'hui dans plusieurs villes sud-coréennes. Les étudiants, qui veulent la réunification des 2 Corées, ont décidé de se rendre coûte que coûte, le 15 août, à Panmunjom, ville frontière, pour rencontrer leurs camarades du Nord. Une rencontre interdite par le gouvernement de Séoul, cette réunion pourrait troubler le climat nécessaire au déroulement des Jeux Olympiques. Des brigades d'intervention spécialement entraînées ont ordre d'empêcher à tout prix la progression des étudiants vers la frontière. Près de 800 d'entre eux ont été interpellés hier à la suite d'attaques contre 12 commissariats de police. Ces incidents ne sont pas dus au hasard. Les 2 Corées préparent des pourparlers, les premiers depuis 3 ans, le 17 août. À l'ordre du jour, la participation de la Corée du Nord à l'organisation des Jeux et un pacte de non-agression. Pour les dirigeants sud-coréens, une priorité, le 17 septembre, il faudra que Séoul soit redevenue une capitale pacifique pour recevoir la flamme olympique. Oui, et pendant ce temps-là, les athlètes se préparent et les records commencent déjà à tomber. En natation, l'un des plus prestigieux a été battu la nuit dernière aux États-Unis au cours des sélections américaines à Austin, au Texas. Matt Biondi a pulvérisé le record du monde du 100 mètres nage libre, 48 secondes, 42 centièmes.
En athlétisme, on ne bat pas les records, mais on les frôle. Pour leur première apparition dans les meetings européens de l'été, les Américains, encore eux, ont été brillants. C'était à Sestriere, en Italie, une station d'altitude très propice au record. Elle est à 2050 mètres. Si vous n'avez pas vu ces superbes images sur Antenne 2 cet après-midi, regardez. Le Français Stéphane Caristan n'est plus recordman d'Europe du 110 mètres haies. Ce record, le Britannique Colin Jackson s'en est emparé en 13 secondes, 11 centièmes. Mais la course a été dominée de bout en bout par Roger Kingdom, l'Américain en short rouge au 5e couloir. Son temps, 12 secondes 97 centièmes, meilleure performance de l'année. Kingdom est le deuxième athlète au monde à descendre sous les 13 secondes au 110 mètres haies. Ce champion olympique approche de 4 centièmes le record du monde, un record qu'il se dit prêt à faire tomber dès maintenant. Sur le 200 mètres, l'Américain Carl Lewis se prépare à faire cavalier seul. Mais le Français Gilles Kenney-Hervé, sélectionné pour Séoul, va tirer son épingle du jeu. À l'arrivée, 19 secondes 82 centièmes pour Lewis, le deuxième meilleur temps de sa carrière, à 10 centièmes du record du monde. En deuxième position, non pas l'Américain Calvin Smith, champion du monde en titre, mais le Français Kenney-Hervé au 7e couloir. 20 secondes 20 centièmes, il approche de 4 centièmes son record de France. Carl Lewis, fort satisfait de son temps. Tandis qu'au 100 mètres, l'insatiable Ben Johnson s'avoue un peu déçu. Le Canadien visait les 9 secondes 80 centièmes, il réalise 18 centièmes de plus, 9 secondes 98, quand même le deuxième meilleur temps de l'année. Des performances qui en font deviner d'autres, probablement dès la semaine prochaine au meeting de Zurich. En France, en politique, une petite phrase de Philippe Séguin qui risque de faire de grandes vagues. L'ancien ministre RPR affirme dans un entretien publié par le Nouvel Observateur que le RPR a autre chose à dire et à faire que de soutenir les candidatures présidentielles de Jacques Chirac. Fin de citation. Philippe Séguin passe déjà pour le chef de file des rénovateurs au sein du RPR. On attend maintenant la réponse des Chiraciens. Gardanne, reprise tendue ce matin, 3 jours après la médiation du ministère de l'Industrie et 3 mois après le début du conflit. Il y a eu même des incidents entre militants CGT et CFDT, à la reprise donc. Un conflit en tout cas qui laissera des traces. Emmanuel Vanier a partagé la vie d'un mineur en ce jour de reprise. Reportage. Maman, ça fait servi. Bernard Rosinski, 33 ans, 6 ans de mine, salaire 6 500 francs mensuels. Il est syndiqué à la CGT. Les 4 mois de grève, il les a vécus là-bas, jour et nuit, sur le carreau de la mine. En 4 mois, 1 semaine seulement, passée à la maison. Allez, je crois. Martine, sa femme, élève les 3 enfants. Elle a été de toutes les manifestations, un soutien constant malgré une vie de famille bouleversée et d'importantes difficultés financières. Il fallait restreindre sur la nourriture, se payer juste l'essentiel. Les laits, les yaourts pour les petits, la viande, regarder ce qu'on prenait. Vraiment trier, quoi. Alors comment ça s'est passé les enfants? C'était dur pour eux aussi? Ah oui, ils en ont énormément souffert. Ils n'avaient plus de vie de famille, ils ne voyaient pas leur père. Moi j'étais souvent à la mine, alors les 2 grands ils rentraient de l'école, j'étais pas là. Le petit était tout le temps chez une voisine. Ils ont énormément souffert. Et le jour où je leur ai dit ça y est, la grève est finie, mon Dieu, ils en ont pleuré, ils étaient, c'est pas possible. Ce matin, la reprise du travail. Pas d'extraction de charbon aujourd'hui, mais des tâches d'entretien et de remise en état des machines. Après 4 mois de conflit, l'envie de retourner au fond, à moins 700 mètres. Ça fait 4 mois qu'on attend ce jour. Je suis content de reprendre. Chez moi, on est mineur de père en fils. J'ai mon arrière-grand-père était mineur, mon grand-père, mon père et moi. Vous êtes heureux de reprendre le travail? Oui, oui, très heureux parce que ça commençait à faire long. Bien qu'on s'en sortait quand même bien grâce à la solidarité des autres et tout. La solidarité, c'est ce qui leur a permis de tenir 4 mois, entre 200 et 400 francs de dons chaque semaine. L'ambiance était tendue ce matin sur le carreau entre grévistes et non-grévistes, mais dans 2 semaines, tout sera effacé, disait Bernard. La solidarité du fond aura effacé les rancœurs. La colère de la Picardie, les habitants d'Amiens ont décidé de réagir après l'annonce officielle
du tracé du TGV Nord qui ne passera pas par leur ville. Ils ont décidé de vendre le terrain sur lequel doit passer le TGV en de multiples parcelles d'1 mètre carré. Succès immédiat pour cette opération. Reste bien sûr à savoir si cette révolte va réellement retarder les travaux de la SNCF. Michel Monponté. Depuis hier, sur la place de la gare d'Amiens, étrange vente à la criée. En effet, l'association Amiens TGV vend des parcelles de terrain situées sur le parcours même du futur TGV Nord. Ce parcours qu'ils combattent parce que justement, il évite leur ville. Le but de cette vente de terrain à 10 francs, retarder la construction de cette ligne maudite pour eux et compliquer la tâche de l'État par des centaines d'expropriations supplémentaires. Ces éphémères propriétaires sont ce soir au nombre de 1000. Notre démarche est légale, sinon nous ne la ferions pas. La SNCF ne peut acquérir des terrains que lorsque la déclaration d'utilité publique est prononcée. Comme elle n'est pas prononcée, ça ne se fera pas avant 6 mois. Nous pouvons faire toutes les acquisitions que nous voulons aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Nous gagnerons parce que nous luttons contre une minorité qui nous gouverne. Il est anormal que cette technocratie gagne contre toute une population, donc nous sommes confiants. Confiant sûrement, optimiste peut-être un peu trop. En effet, ces 1000 expropriations n'auront pratiquement aucune chance de ralentir le tracé SNCF, juste un peu plus de frais pour l'État. Les actes sont reproduits carrément à la photocopieuse et chaque fois, ou à la machine de traitement de texte, et chaque fois il suffit simplement de remplir un blanc en changeant le nom, le numéro de la parcelle, etc. Donc ça rallonge, puis ça coûte plus cher. Puisque lorsque vous faites une expropriation, vous avez un certain nombre d'actes qui doivent être notifiés par lettre recommandée au propriétaire, recommandés avec accusé de réception. Chaque fois, ça coûte de l'argent. Mais quoi qu'il en soit, des chances de succès de cette opération, Amiens est bien décidé à voir passer coûte que coûte sur ses rails un TGV. L'automobile française en bonne santé, le marché redresse la tête, 7,5% d'immatriculation en plus en juillet par rapport à juillet de l'année dernière. Voyons maintenant d'autres informations de ce jeudi et tout d'abord des nouvelles des marchés financiers car le franc a été un petit peu attaqué aujourd'hui. Pascal Deschamps. Ouf, le dollar baisse, mais mauvaise surprise, le franc est chahuté. Le billet vert a baissé de près de 1% à 6 francs 42,85 contre 6 francs 48,70. Mais la devise française semble délaissée par les cambistes, alléchée par des taux d'intérêt ouest-allemands plus intéressants. C'est presque parti pour TDF1. La nuit dernière, le premier satellite français de télévision directe a pris l'avion pour la base de Kourou. Après l'avion, c'est la fusée Ariane qui l'emportera dans l'espace le 7 octobre prochain. Mais 2 mois avant son lancement, on ne sait toujours pas quelle chaîne de télévision il diffusera. Anne-Lise Benoît en liberté sous contrôle judiciaire. Cette sympathisante d'Action Directe avait été condamnée en février à 5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs. Mais la Cour d'appel de Paris a estimé que cette accusation n'était pas fondée. Anne-Lise Benoît reste toutefois inculpée dans une affaire d'attentat à l'explosif. Niet, c'est Niet. Le militant arménien Ayrikian ne pourra pas revenir en URSS. Le présidium du Soviet suprême n'est en effet pas disposé à revenir sur sa décision de l'expulser et de le déchoir de sa nationalité soviétique. Et ce, tant qu'il continuera d'offenser par ses activités la constitution du pays. La direction de la SNCF à l'écoute des syndicats, c'était cet après-midi à Paris. Il faut dire que ce matin encore, donc la CGT avait de nouveau accusé la SNCF de mettre en circulation des véhicules dangereux. Cet après-midi donc, on discutait de la sécurité entre direction et syndicats après l'accident de train de la gare de l'Est. Et dans ce domaine, bien sûr, dans le domaine de la sécurité, il y a encore beaucoup à dire. Les participants viennent, il y a quelques minutes, de sortir de la réunion. Françoise Joly suivait cette réunion sur place. Tout de suite, nous écoutons ce que disait à la sortie de la réunion le directeur de la SNCF. Eh bien, la table ronde entre les 7 organisations syndicales et la direction de la SNCF aura donc duré plus de 5 heures. Le directeur de la SNCF vient de sortir à l'instant de ses entretiens. Il a annoncé 3 types de mesures. Les premières favorisent le dialogue social au sein de la SNCF en associant notamment le comité d'entreprise aux réflexions d'un groupe d'experts sur la sécurité. Les deuxièmes mesures concernent la formation. Il y aura désormais plus de journées de formation pour les conducteurs. Enfin, des mesures techniques. Je vous propose d'écouter un exemple donné par le directeur général de la SNCF. J'ai décidé d'accélérer le programme de mise en œuvre sur les locomotives et les éléments automoteurs
du système qui permet automatiquement de couper le courant lorsque l'on freine. Ce qui permet par conséquent de ne pas avoir des trains qui à la fois freinent et poussent, ce qui ne permet pas de s'arrêter dans de bonnes conditions. Toutes ces mesures n'ont pour l'instant pas été chiffrées, mais la direction de la SNCF fait là un geste significatif pour calmer l'inquiétude syndicale de ces derniers jours. Voilà tout ce que l'on peut dire ce soir ici, Hervé Claude, à la direction de la SNCF. Merci Françoise. Je rappelle que vous étiez en direct de la direction de la SNCF où se tenait cet après-midi une importante réunion sur la sécurité entre direction et syndicats. Une nouvelle affaire de veau aux hormones, elle a éclaté en Allemagne. Au centre du scandale, un très gros éleveur germanique qui a été arrêté. On découvre aujourd'hui qu'il y a sans doute un véritable marché noir européen des médicaments destinés à engraisser le bétail. Des hormones bien sûr très nocives pour la santé des consommateurs. L'affaire s'étend maintenant à la Hollande. Nicolas Jacobs. Un élevage magnifique que celui de Félix Ing, 14 000 veaux, le plus gros producteur de RFA. Et un scandale en rapport. Au moins 4200 bêtes saisies chez lui étaient piquées aux hormones. De quoi leur faire gagner 10 à 15 kilos et de quoi déclencher ce que le ministre de l'Agriculture a qualifié de plus grand scandale jamais découvert en RFA. Il y a un important marché clandestin d'hormones. Est-il vraiment nécessaire de mentionner la Hollande? Je n'en dirai pas plus. Cette affaire ravive un vieux contentieux entre la RFA et la Hollande. Les Allemands accusant les Hollandais de ne pas appliquer vraiment les règles communautaires, règles qui interdisent totalement les hormones et laissent à chaque État le soin d'opérer les contrôles. Ainsi accusent les Allemands le laxisme des Hollandais à favoriser la naissance d'un véritable trafic de produits interdits. C'est donc la preuve qu'il faut renforcer ces contrôles. L'Europe doit vraiment faire appliquer l'interdiction des hormones votée début 88 pour protéger les consommateurs. C'est la troisième affaire de ce type qui éclate en Allemagne, mais pourtant l'opinion publique semble maintenant s'y être résignée. Si on savait tout ce qu'ils mettent dans nos saucisses, on ne mangerait plus rien. Ça ne m'empêchera pas de continuer à en acheter. Quand j'achetais du veau aux hormones, il ne m'arrivait rien. Alors pourquoi ça changerait ? Il n'empêche, les 14 000 veaux de M. Ing seront abattus et leur viande détruite. La mort de Jean-Pierre Ponel. Jean-Pierre Ponel, c'était l'un des metteurs en scène d'opéra les plus connus. Ce Français qui travaillait pour les plus grands opéras du monde entier est mort à Munich à l'âge de 56 ans. Ici, il était filmé à Paris il y a 3 ans lors d'une de ses mises en scène du mariage de Figaro de Mozart. La voici. Ponel avait aussi travaillé avec les plus grands chefs d'orchestre comme Karajan ou Karl Böhm. Rostropovitch à Perpignan, c'était l'un des événements du festival méditerranéen. Pendant 2 mois, les plus grands solistes se sont succédés sur la côte, du jazz à l'opéra. Rostropovitch à Perpignan, c'était hier soir. Le maître dirigeait l'Orchestre national de Washington. Reportage Gérard Dalmaz. Histoire d'amour depuis 11 ans entre Rostropovitch et l'Orchestre de Washington. Leurs enfants, les concerts sont de plus en plus réussis, surtout quand le répertoire russe est à l'honneur, comme hier à Perpignan. On dit que depuis que vous avez pris la tête de l'Orchestre de Washington, que cet orchestre est devenu un des meilleurs du monde. Ah, c'est pas demande de moi. Même si votre médecine doit en souffrir. C'est pas demande de moi, je demande de vous après le concert, comme vous pensez. Mais c'est très bon orchestre en tout cas, c'est sans doute. C'est un orchestre très sensible. Et pour moi aussi, un répertoire russe. Nous devions ce soir un concert pour Tchaïkovski. Et pour moi, Tchaïkovski, c'est mon cœur. Il y a des lieux où la musique est aussi belle à voir qu'à entendre. Exemple, ce majestueux palais des rois de Majorque. Alors, le maître du violoncelle abandonne plus facilement l'archet pour la baguette. Il connaît des centaines de partitions par cœur. Les plus grands ont composé pour lui, Prokofiev, Bernstein, Shostakovich. Et pourtant, tout de suite, le courant passe. Car Slava, c'est son surnom, conduit comme il vit en passionnel. Est-ce que vous y croyez à la glasnost, à la perestroïka? C'est très important. C'est très important, pas seulement pour la Soviet-Union, c'est très important pour tout le monde entier. Très important. Pour France, pour l'Amérique. Je pense que c'est très grand et très bon, très important mouvement. Mais maintenant, question, pas stop. Non-stop. Continue
перестройка, continue гласность, c'est grand chose pour tout. Rêvons un peu. Et pourquoi pas un jour à Moscou l'orchestre de Washington dirigé par Rostropovitch. Ce serait le bouquet pour ce prince russe en exil. Voilà, et j'ajoute qu'après Perpignan, c'est Montpellier ce soir pour Rostropovitch, puis il jouera à Marseille et le dernier concert ce sera samedi à Nice, alors avis aux amateurs. Tiercé, il y avait un tiercé aujourd'hui, je vous donne les résultats tout de suite, c'était un Enghien, 15, 11, 2 et 13, ça c'est pour le quartet. Les rapports, 1260 francs dans l'ordre pour le tiercé et 17 376 francs dans l'ordre pour le quartet. Voilà, fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera vers 23h40, la dernière édition présentée par Aubry Edler. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Laurent Cabrol, qui est de plus en plus optimiste pour la météo, vous allez le voir. Bonne soirée sur Antenne 2, à demain soir.